Chapitre 18, on se rapproche de la fin de ce deuxième tome de la saga des Monts Profs. Comme dans tous les Monts Profs, il y a 21 chapitres. Donc chapitre 18, ça accélère un petit peu. Chapitre précédent, Kriblim, l'extraterrestre, a mis Duncan dans son grenier, prisonnier dans un champ de force, comme leur professeur l'avait été dans le volume précédent par Broxholm. Un espèce de champ de force dans lequel il ne peut pas bouger, toutes ses fonctions vitales sont mises en pause, il ne ressent pas l'envie de manger, de boire et tout ça. Et probablement aussi que, comme avec la prof qui avait été emprisonnée dans le livre précédent, il va à un moment donné se passer un truc, c'est qu'il ne va pas voir le temps passer d'un camp. Ça va être un peu ça, je pense, je sais. Et donc à la fin du chapitre précédent, il est en train de songer à ce que Kriblim lui a dit, à savoir que Kriblim fait partie avec Broxholm d'un espèce de conseil intergalactique qui étudie depuis longtemps les humains, parce qu'ils ont peur des humains. Ils ont peur que les humains qui commencent à voyager dans l'espace ne commencent à reproduire ce qu'ils ont fait à leur planète à l'échelle intergalactique, à savoir la pollution, les guerres, laisser la moitié de sa planète mourir de faim, etc., etc. Donc Duncan est en train de penser à ça, est en train de penser que des extraterrestres mettent la planète Terre à l'étude pour savoir ce qu'ils vont faire d'eux. Il trouve que tout ça est très embarrassant pour nous. Et au moment où il se dit que tout ça est très embêtant, une voix dans sa tête lui répond que c'est effectivement très embêtant. Duncan, interloqué, se demande qui est en train de lui parler. La personne lui dit « Mais enfin, tu ne me reconnais plus ?» Chapitre 18. Une voix dans l'espace. « Peter ?» m'étonnai-je. « Peter Thompson ? Qui d'autre ? Attends, j'ai un petit détail à régler. Où es-tu ? Chut, attends. » J'étais dévoré de curiosité. Voilà, c'est mieux comme ça. Cette fois, j'entendis vraiment résonner sa voix au lieu de la percevoir par la pensée. C'était nouveau pour moi. Et à ma grande surprise, je vis l'image de Peter se matérialiser dans mon cerveau. Les mêmes cheveux bruns, le même visage mince, les grands yeux. Sauf qu'il manquait quelque chose. « Où sont tes lunettes ?»« Je n'en ai plus besoin, » me répondit Peter en souriant. « Ils ont réparé ma vision dès le deuxième jour. »« Où es-tu ?»« Dans l'espace, idiot, où voudrais-tu que je sois ?»« Oh, Duncan, c'est merveilleux. Les étoiles, je peux pas te les décrire. Mais c'est effrayant aussi. Il se passe des tas de choses, de grandes choses, et notre Terre est en plein milieu. Nous sommes en plein milieu. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Le Conseil interplanétaire, c'est un genre d'organisation des Nations Unies à l'échelle de la galaxie, essaye de décider de notre avenir. Nous leur donnons pas mal de fil à retordre parce que notre planète est tellement bizarre. D'après ce que Broxholm m'a révélé... Attends, pensai-je, parle-moi de Broxholm. Est-ce qu'il te traite comme il faut ? Ma foi, ça aussi, c'est bizarre. Je sais jamais ce qu'il a derrière la tête. Mais il faut que tu m'écoutes, Duncan. Je pourrais pas rester longtemps et tu dois répéter ce que je vais te dire. Voici ce qui se passe. Les extraterrestres se livrent à un grand débat sur le sort éventuel de la Terre. Il ne s'agit pas seulement de la bande de Broxholm. Je te parle de centaines de planètes différentes. À ce que j'ai cru comprendre, ils ont réduit les possibilités à 4 solutions élémentaires. Un groupe veut s'emparer de la Terre. Un deuxième envisagerait de nous laisser tranquilles. Un troisième voudrait nous faire sauter. Et un dernier groupe, enfin, organiser un blocus autour de nous. Quoi ? Peter devint grave. Ils disent que c'est pour le bien du reste de la galaxie. Ils ont l'air de nous trouver plutôt effrayants, Duncan. Mais je ne comprends pas. Ne me demande pas comment fonctionne l'esprit d'un extraterrestre, s'exclama Peter avec irritation. En fait, 2 choses les tracassent chez nous. La première, c'est notre comportement sur Terre. Voilà pourquoi ils nous ont envoyé des gens comme Broxholm. Ils ont pour mission d'expliquer les raisons de notre façon d'agir. Alors, Broxholm était un genre d'anthropologue de l'espace qui étudiait la race humaine comme d'autres étudient une tribu primitive dans la jungle. On peut présenter la situation comme ça, oui. La seconde chose qui les préoccupe, c'est tout ce que nous pourrions faire si nous savions tirer parti de notre intelligence. Broxholm semble jaloux en vérité. De temps en temps, il répète que le cerveau humain est l'outil le plus mal utilisé de la galaxie. Et j'ai l'impression qu'ils ont peur que nous n'apprenions à exploiter toute notre intelligence avant d'être civilisés. Et nous sommes civilisés. Pas selon leurs critères, Duncan. En tout cas, ils craignent que... Oh, quelqu'un vient.
Il faut que je m'en aille d'un camp. Mais non, attends !» Mais il avait disparu, me laissant réfléchir dans mon champ de force à ce qu'il venait de me révéler. Je savais qu'une partie au moins de ce que les extraterrestres pensaient de nous était vraie. La croissance de ma propre puissance cérébrale me prouvait que nous avions la possibilité d'être beaucoup plus intelligents que le montraient nos actes. Je commençais à comprendre que tout ce dont j'avais jamais fait l'expérience était emmagasiné dans mon cerveau. Voilà pourquoi je connaissais des mots comme synapse et anthropologue. Ils ne surgissaient pas de nulle part, je les avais entendus à un moment quelconque dans le passé. Ils étaient donc là, mais je n'avais pas pu les employer jusqu'alors parce qu'une raison inconnue m'empêchait de les atteindre. Étions-nous tous ainsi, remplis d'informations que nous n'utilisions pas? Et pourquoi ne pouvions-nous pas l'utiliser? Étions-nous semblables à des ordinateurs nantis de logiciels insuffisants? Une question angoissante découlait de ces réflexions. À quoi emploierions-nous toute cette intelligence si nous parvenions à la libérer? Nous servirait-elle à améliorer notre existence en général ou continuerions-nous d'agir de la même façon, avec une facilité et une vitesse accrues? Par exemple, imaginerait-on un moyen de sauvegarder les forêts tropicales ou une méthode plus rapide et plus efficace pour les raser? Je ne sais pas combien de temps je réfléchis ainsi sur le message de Peter avant que Kriblim ne refasse son apparition, la limace pendouillant sur son épaule. Elle transportait une grande mallette métallique sur laquelle je distinguais des tas de cadrans gradués. Elle semblait pressée. « Ok, Duncan, s'écria-t-elle. Tu vas pouvoir me rembourser tes séances de stimulation. Voyons si nous pouvons faire marcher ce système de communication. » Pendant un moment, j'eus très peur qu'elle ne lise dans mon esprit et ne découvre que Peter m'avait contacté. Mais elle était trop absorbée par son propre projet pour s'inquiéter de ce qui se passait dans ma tête. Elle commença par s'asseoir sur le plancher. Enfin, s'asseoir n'est pas le terme exact d'ailleurs. Ses jambes parurent rétrécir ou bien rentrèrent à l'intérieur d'elle-même. En tout cas, elle ne se soucia pas d'aller chercher une chaise. Une fois à terre, elle installa la mallette devant elle, ouvrit celle-ci et se mit à pianoter dedans. Un léger carillon tinta dans mon cerveau. Kriblim leva les yeux et demanda « Ça fait pas mal, j'espère ?» « Non, mais ça fait peur, pensai-je. Oui, c'est souvent le cas quand on aborde une expérience nouvelle, répondit-elle en tordant le nez. Tu t'y habitueras. Ah, ça y est, j'ai établi le contact. Elle m'ignora et reporta son attention sur son système de communication. Elle resta là un moment, marmonnant et plissant le front. À 2 reprises, son nez s'agita violemment, comme si elle était très en colère. Je trouvais injuste qu'un tas de messages passe par mon cerveau sans que je sache de quoi il retournait. Un peu plus tard, Kriblim referma la mallette d'un claquement sec et se remit debout, c'est-à-dire que ses jambes émergèrent du mystérieux endroit où elle s'était cachée. « De quoi avez-vous parlé ?» demandai-je. « Affaires privées, répondit-elle. Quelque chose la contrariait. Elle rassembla sa limace qui traînait sur le plancher et sortit du grenier. Je commençais à en avoir assez de prêter mon cerveau à tout le monde, mais j'aurais bien aimé reprendre ma conversation avec Peter. Je venais à peine de penser à lui qu'il se manifesta de nouveau. « Duncan ?» dit sa voix dans ma tête. « Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce ?»« Non, seulement toi et moi, répondis-je. Tant mieux. » Son image réapparut dans mon cerveau, il semblait inquiet. « Écoute, les événements s'accélèrent. Les extraterrestres préparent quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air grave. Il faut que tu préviennes le gouvernement. »« Mais comment veux-tu ? Quand bien même quelqu'un serait disposé à m'écouter, ce dont je doute, je suis prisonnier d'un champ de force dans le grenier de Kriblim. » Soudain, j'entendis marcher dans l'escalier de bois menant au grenier. Peter, connecté à mon cerveau, entendit aussi. « Fais comme si j'étais pas là, me dit-il affolé. On ne doit pas me surprendre en train de te parler. Et j'essayerai de tenir bon, mais je couperai le contact si j'y suis obligé. Compris, lui répondis-je. Les pas atteignirent le sommet de l'escalier. Ne pouvant pas tourner la tête, j'étais incapable de voir qui montait. Toutefois, la démarche ne ressemblait pas à celle de Kriblim. Finalement, l'intrus se présenta devant le champ de force. Je n'en crus pas mes yeux. Cet intrus était une intruse. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je.